Julia, et vous êtes l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas quel mot vous préférez pour vous qualifier, puisque aujourd'hui on a le choix entre auteur, autrice, de 4 romans. Autrice, en fait, bien. Alors, de 4 romans, dont Viviane Elisabeth Fauville en 2012, qui vient donc d'être traduit chez Terna Cadencia par Magali, qui est ici présente, et que nous remercions de sa présence. Ensuite, Le Triangle d'hiver, je crois 2 ans après. Sigma, 2-3 ans après. Vous avez un rythme de publication assez régulier. 2-3 ans. 2-3 ans. Et puis, en dernier lieu, Propriété privée, qui vient juste d'être publié là, en septembre en France, que je suis absolument désolée de n'avoir pas pu lire parce qu'il n'est pas arrivé ici, tout simplement, pas encore. Donc je suis très, très, très impatiente de pouvoir le découvrir. J'ai, comme l'a expliqué un peu Monica, j'ai proposé cette rencontre parce que je suis une grande lectrice de littérature contemporaine et parce que j'aime beaucoup votre œuvre. Donc je ne l'aurais pas proposé évidemment si ça n'avait pas été le cas. Je ne me serais pas mise dans ce piège. Donc je suis doublement contente d'être ici aujourd'hui pour en parler avec vous. Je ne vais pas commencer par une présentation formelle de la personne de l'autrice. Quand j'ai fait mes études de littérature, de lettres, il y a très très longtemps, on m'a farci la tête avec l'idée qu'il ne fallait pas recourir à la biographie pour expliquer les œuvres littéraires. Donc, je ne vais pas le faire. Ça me va très bien. Je ne vais pas vous demander si vous êtes parisienne. Je ne vais pas. D'accord. Sauf s'il y a, d'après vous, dans votre parcours personnel, quelque chose qui puisse nous aider à comprendre peut-être non pas l'œuvre en soi, mais plus son élaboration, en fait. Donc, avant d'en arriver vraiment à votre œuvre, à la regarder, l'analyser ou la commenter de plus près, j'avais envie un peu, étant donné qu'on vous a sous la main, excusez l'expression, mais de vous interroger, vous, en tant qu'écrivaine, sur votre pratique, sur votre rapport à l'écriture, et d'abord savoir par quelles étapes vous êtes passée pour arriver à écrire un premier roman, celui-ci, et puis ceux qui ont suivi. C'est peut-être une question un peu générale et qu'on a dû vous poser beaucoup, mais je trouve que c'est une question, je crois, qui est toujours intéressante quand on est de l'autre côté, de savoir comment est-ce que on arrive à un moment donné à déclencher ce processus d'écriture. Oui, c'est une question que je trouve vraiment intéressante et qui continue de me travailler. Et il me semble qu'il y a 2 catégories d'auteurs. Il y a les auteurs qui publient jeunes et puis qui continuent très longtemps. Et puis il y a les auteurs plutôt, qu'on pourrait qualifier de précoces. Et puis il y a les auteurs plutôt tardifs qui commencent à publier plus tard, autour de 35, 40, 45 ans, et qui peuvent aussi avoir une longue carrière après ça. J'espère que ça sera le cas. Donc, voilà, parce que vous avez compris, c'est bien parti. Je suis déjà dans la deuxième. Vous avez déjà compris que je suis dans la deuxième catégorie. Oui, c'est pas du tout les mêmes chemins. Je suis désolée, j'ai un petit problème avec la lumière, donc c'est pas que je pleure, c'est que c'est la lumière. Donc voilà, je suis toujours interrogée par ces auteurs qui publient leur premier livre à 20-25 ans et qui continuent sur la même ligne. Je pense par exemple, il y en a beaucoup, mais je pense à Patrick Modiano qui a publié son premier livre, il avait 23 ans, et il continue sur la même ligne qu'il a définie très jeune, qui évolue comme ça de façon assez ténue de livre en livre, mais depuis 40 ans, quelque chose comme ça. Voilà, il me semble qu'il y a une forme d'assurance dans la vocation que personnellement j'ai pas eu, parce que le désir d'écrire chez moi il est très très ancien. Je me souviens vraiment d'avoir décidé, je me suis dit, j'ai un souvenir très précis d'une scène, j'avais 10 ans, j'étais dans ma chambre et je me suis dit je vais écrire un roman. Je n'avais pas vraiment compris ce que c'était qu'un roman, je lisais des romans pour enfants.
Mais voilà, tout d'un coup, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Ça me semblait désirable, digne d'éloge, enfin voilà. Et après ça, le chemin a été très très long parce que j'ai publié mon premier livre, j'avais 38 ans. Je l'ai écrit à 35 et puis après, bon, faut trouver un éditeur. Et puis l'éditeur, il a des impératifs commerciaux, de publicité. Donc voilà, je l'ai écrit à 35 et il est paru, j'avais 38. Pour moi, il y a eu cette question de l'autorisation. Et je pense que ça concerne pas mal d'auteurs parce que j'en ai parlé récemment avec d'autres. L'autorisation, s'autoriser soi-même. S'autoriser soi-même, se dire qu'on veut écrire, qu'on peut consacrer beaucoup de temps à l'écriture alors que dans un premier temps, vous n'êtes pas reconnu. Vous êtes reconnu comme écrivain, comme auteur à partir du moment où vous avez un livre publié. Mais il y a toutes ces années de travail dans l'ombre où votre entourage, par exemple, peut légitimement s'interroger sur est-ce que vraiment ça vaut le coup de passer tout ce temps enfermé dans votre chambre à ne pas socialiser et à produire quelque chose qui peut-être n'intéressera jamais personne. Voilà. Donc moi j'avais ce désir très profond et en même temps cette difficulté à assumer, à dire oui, ce travail-là, je sais que les premières versions sont mauvaises, mais je vais continuer et je vais m'acharner jusqu'à y arriver. Donc voilà, je suis passée par plein d'étapes, j'ai exercé plein de métiers en me disant non, il faut que j'ai une carrière dans une entreprise, quelque chose de sérieux. Et puis en fait, j'ai travaillé dans des entreprises et je prenais pas du tout ça au sérieux. Donc à chaque fois, je me disais bah non, il faut revenir à l'écriture, voilà. Et vers l'âge de autour de 35 ans, il y a eu une espèce de déclenchement, je pense, issu de ma vie personnelle, à vrai dire. Donc on a dit qu'on parlait pas de biographie. C'est pas interdit. Mais c'est un moment où à vrai dire, c'était un moment de crise pour moi où j'avais tenté d'avoir des jobs qui fonctionnaient pas pour moi, quoi, ça me convenait pas. Et puis des illusions amoureuses qui venaient s'agréger à tout un tas de trucs. Et je dois dire que je pense que je dois ça à ce moment de crise. Il y a eu un moment de crise où je me suis dit bon, maintenant je fais ce que j'ai envie de faire ou je le ferai jamais et voilà. Et à partir de là, ça a été une période dure parce que non seulement je voulais écrire et publier un livre, mais je voulais le publier de préférence aux éditions de Minuit. Parce que je faisais une fixation sur cette maison d'édition. Donc je m'étais mis quand même beaucoup de pression. Et puis bah voilà, c'est arrivé. Ça me fait un petit peu penser au personnage que vous avez inventé dans votre deuxième roman, Le Triangle d'hiver, cette jeune femme qui s'appelle Mademoiselle, et qui s'invente dès les premières pages une identité fausse, Bérénice Bourrivage, qui est empruntée à un film de Romer, et elle s'invente aussi une existence de romancière. Et ça m'a... Ce que je trouve très intéressant dans dans ce choix que vous avez fait d'en faire une fausse romancière, parce qu'évidemment elle n'écrit absolument jamais une ligne, c'est le fait que ce qui l'attire dans le fait d'être une romancière, c'est la vie en fait des romancières. C'est pas tellement le fait d'élaborer une œuvre, de s'exprimer, de laisser sortir un certain nombre de choses qui sont soit intimes, soit qui vous préoccupent, soit qui vous obsèdent, Mais c'est tout ce qu'il y a autour de cette vie de la romancière. Donc évidemment, c'est un personnage assez... qui génère parfois du rire, parfois du... Bon. Mais je viens à ce point-là pour ça, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi une manière de mettre en scène comment on devient écrivain, comment on ne devient pas écrivain, mais quelque chose qui correspond à un besoin de fiction, peut-être. Oui, c'est curieux parce qu'on dit souvent que le premier roman, même si c'est un vrai roman, il est toujours un peu autobiographique, et finalement, je pense que c'est ce deuxième roman qui a peut-être plus de points communs avec ce parcours que vous décrivez.
Pour moi, il y a deux choses dans ce personnage donc, qui fait semblant, qui joue tout le long du livre à être écrivain. Il y a d'abord ce côté de l'imposture, ce sentiment d'imposture qu'on a très longtemps avant la publication, en se disant mais je joue à l'écrivain, mais qu'est-ce qui valide ça? En quoi quel est le critère objectif qui me permet de déterminer que je suis un écrivain par rapport aux autres? Donc, elle est dans cette imposture et il y a aussi le côté mondain. Donc, elle fait semblant d'être un personnage dans un film de Rohmer qui est joué par Ariel Dombal. Je ne sais pas si vous voyez qui est Ariel Dombal. Bon, pour les personnes qui ne verraient pas, c'est une écrivain, pas du tout écrivain. Une actrice. Une femme d'écrivain. Une femme d'écrivain, c'est la femme de Bernard-Henri Lévy. Elle est actrice et chanteuse. C'est une femme blonde, extrêmement belle et extrêmement, qui parle très bien, avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aplomb. Et c'est exactement le prototype de la femme qui me fascine ou qui me fascinait dans cette image d'écrivain. C'était cette assurance. Alors dans le film, on la voit absolument jamais écrire. Elle n'écrit jamais, mais elle a tout le temps des discussions extrêmement intellectuelles et pleines d'esprit, plein de traits piquants avec toutes sortes d'intellectuels. Elle croise des architectes, des hommes politiques. Elle a toujours quelque chose à dire de très, très brillant sur tous les sujets. Voilà, cette forme d'aplomb, je me disais, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement désirable tout ça. Qu'est-ce que j'aimerais parler avec autant d'assurance. Et en même temps, c'est une figure d'écrivain qui n'écrit jamais. Donc il y a la tension entre ces deux aspects du personnage. Et oui, je pense que à vrai dire, c'est un livre qui m'a sans doute aidé à résoudre un certain nombre de questions pour moi-même. Mais ce sont deux livres, hein, les deux premiers, il me semble, qui se font beaucoup écho. Viviane Elisabeth Fauville et le Triangle d'hiver. J'ai le sentiment qu'avec Sigma, vous avez fait un pas de côté. Alors, je ne sais pas si avec Propriété privée ça se confirme, mais j'ai vraiment le sentiment que les deux premiers romans font un ensemble et que Sigma rejoue sur un peu, enfin on va en parler évidemment ensuite, mais rejoue un peu sur les mêmes, poursuit le même fil, mais d'une manière avec un décrochage. Et j'ai vraiment l'impression que dans les deux premiers, il y a donc ces deux personnages féminins. Les deux romans sont centrés chacun sur un personnage féminin, soit Viviane ou Mademoiselle Bérénice, on ne sait pas très bien comment l'appeler. L'une qui a une quarantaine d'années, qui est parisienne, qui est une bonne bourgeoise bien établie, de famille bourgeoise parisienne, donc qui a un bon, un bon poste, qui vient d'avoir un enfant tardivement, et qui est en instance de divorce ou qui a déjà divorcé, qui est séparée en tout cas de son mari. Et puis Mademoiselle, qui au contraire est une jeune femme un petit peu en début de vie d'adulte, on va dire, encore en formation, et qui se cherche. Mais les deux se cherchent en fait, à leur manière, peut-être avec plus d'humour du côté du Triangle d'hiver que bien qu'il y a beaucoup d'humour dans Viviane Elisabeth Fauville aussi, mais il y a quelque chose peut-être de plus, je trouve de plus sombre dans l'histoire de Viviane Elisabeth Fauville que dans celui de Bérénice. Mais les deux fonctionnent ensemble, ou c'est une lecture de ma part C'est pas du tout une lecture de votre part. En fait, l'écriture des deux livres, c'est vraiment recoupé. J'avais commencé donc Viviane Elisabeth Fauville se passe à Paris. C'est vraiment une circulation un petit peu un peu claustrophobique par moment dans Paris, où on fait des trajets un peu obsessionnels comme ça dans tous les sens. Et au bout d'un moment, je me sentais moi-même assez étouffée par l'écriture de ce texte.
Et j'ai un rapport extrêmement physique à l'espace. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens, mais chez moi c'est assez prononcé. La configuration de l'espace me donne rapidement des sentiments de liberté ou d'étouffement. Enfin, j'ai aussi un rapport à l'agoraphobie, la claustrophobie, et particulièrement au moment de l'écriture de ce livre. Et je me suis dit, j'en peux plus d'être enfermée dans la ville. Je vais faire un autre projet. Je savais pas trop que ça donnerait le Triangle d'hiver, et je voulais faire un roman dans des décors portuaires, des grands ports industriels, parce que c'est des installations qui me fascinent, et avec cette ouverture sur le ciel et la mer qu'on n'a pas du tout à Paris, où on est sans arrêt enfermé entre de hauts immeubles et on voit jamais l'horizon. Donc là, j'avais besoin d'horizon. Et j'ai commencé à faire des repérages exactement comme on fait quand on prépare un film. Donc chercher des décors qui pourraient servir de support à la fiction, sans savoir ce que ça allait donner, et puis finalement ça s'est construit petit à petit. Donc les 2 livres ont été un peu écrits en parallèle, et toujours avec cette obsession du personnage féminin, avec tous ces aspects de doute dont on a parlé. J'ai un peu eu le sentiment d'avoir épuisé ces obsessions-là dans ces 2 livres, et c'est vrai qu'avec Sigma, donc il y a eu 3 ans entre le Triangle d'hiver et Sigma, il y a eu un peu plus de temps. Et là, j'ai vraiment voulu, mais volontairement, me détacher de ces ambiances-là, de ces personnages-là. Et Sigma, c'est un livre, donc c'est un roman d'espionnage qui fonctionne en réseau, parce que il y a en gros 8 personnages qui s'espionnent les uns les autres et qui certains rapportent ce qu'ils ont vu des autres, et tous s'entrecroisent. Donc c'est une construction plus complexe, et sans doute une lecture plus complexe aussi, mais qui procédait d'un désir conscient de me détacher de ces personnages qui, au bout d'un moment, ont commencé à me peser, peut-être psychologiquement, quoi. Et puis bon, c'est vrai j'ai fait beaucoup de rencontres en librairie pour ces 2 livres, et à force d'entendre « Ah, mais c'est vous ce personnage, donc exactement ce que vous ne faites pas », je me suis dit « Non, prenons l'air un peu. » Ouais. Et justement, c'est une question un peu anecdotique, mais qui m'intéresse aussi. Quel est votre rapport à tout ce qui est à la marge de l'écriture, c'est-à-dire justement ce que nous sommes en train de faire actuellement, à savoir la promotion. Vous êtes en pleine période de promotion de votre dernier livre. J'ai vu la liste de vos participations en France avant de venir ici. C'est quand même un agenda assez dense. Oui. Comment vous vivez ça? À vrai dire, j'adore ça. J'ai découvert que j'adorais ça. Parce que c'est tout à fait un autre métier. C'est vrai que l'écriture, c'est la solitude, c'est long. Voilà. Et parler face à un public, je pense qu'avant de sortir un livre, j'avais jamais fait ça. Mais parler en public de façon générale. Et c'est quelque chose qui... Je me souviens à l'école, quand on m'interrogeait, en plus le système français est extrêmement fondé sur la hiérarchie, la sévérité. Si on m'interrogeait en public, je répondais pas en fait. C'était le silence complet. Donc j'ai mis longtemps à oser parler en public. Et au début, pour mon premier livre, je l'ai fait, on m'a proposé des signatures en librairie, et je l'ai fait, je me suis dit, j'ai eu tellement de mal à écrire ce livre, là je vais faire vraiment tout ce que je peux pour essayer de le faire découvrir. Donc je me suis pas posé de questions, je me suis dit j'y vais un peu à la guerre comme à la guerre, quoi. Et ça a été, oui, c'était pas facile parce que je savais pas parler en public, mais il fallait le faire. Et petit à petit, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Et que c'est en effet une autre activité, c'est un autre métier, c'est un échange. On est tout à fait dans une autre position que dans l'écriture, mais c'est un autre rôle quelque part. C'est un autre rôle qu'on peut choisir d'accepter et endosser avec plaisir. Voilà, donc pour propriété privée, on m'a proposé effectivement beaucoup de signatures. Évidemment, on peut pas tout faire parce que j'ai aussi je travaille à temps partiel, j'enseigne dans une école de journalisme, mais j'ai un employeur avec qui je peux m'arranger bien. Donc grâce à lui, je suis ici aujourd'hui. Et voilà, donc je fais une partie du temps, le début de semaine l'enseignement, la fin de semaine la promotion, et je sais que je serai épuisée à la fin de cette période. Parce que voilà, c'est très très dense, mais c'est avec grand plaisir. C'est jamais déstabilisant d'être en contact avec son public? Le retour qu'on peut avoir sur...
Si, bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un enjeu. C'est que vous n'êtes pas face à une caméra fixe où vous débitez ce que vous avez à dire. C'est qu'il y a un retour, et parfois des retours totalement inattendus, et il y a une forme de défi, mais de défi sympathique. C'est-à-dire qu'il faut s'affronter à n'importe quel... à tout ce qu'on peut vous renvoyer, y compris des avis négatifs, mais... À vrai dire, les opinions négatives, les doutes, tout ça, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que le livre fasse surgir une discussion, il me semble. Alors, si vous voulez bien, on peut entrer dans Viviane Elisabeth Fauville. Vous voulez nous lire un petit passage? Alors, c'est un passage qui est au début, c'est le début du chapitre 2, qui montre qu'il y a un très bon échantillon de ce qu'est ce roman, de son écriture, et qui en plus présente son intrigue sans évidemment la dévoiler complètement. C'est un livre qui est plein de surprises, hein, Viviane Elisabeth Fauville. Alors on va essayer de ne pas trop les dévoiler, hein, de pas vous gâcher votre plaisir de lecture, mais bon. Je laisse Julia lire ces 2 premières pages et ensuite nous parlerons du livre. Le matin suivant, mardi 17 novembre, votre mémoire est entièrement revenue. La montre au pied du lit indique 5h03. Il reste à peu près 1 heure avant que l'enfant se réveille, 1 heure pour trouver une solution, balayer autant que faire se peut les débris semés tout autour de vous. Vous êtes Viviane Elisabeth Fauville, épouse Herman. Vous avez 42 ans et, le 23 août, vous avez donné naissance à votre premier enfant, qui restera sans doute l'unique. Vous êtes responsable de la communication des bétons Biron. L'entreprise Biron gagne beaucoup d'argent. Elle occupe un immeuble de 8 étages rue de Ponthieu, à 2 pas des Champs-Élysées. Dans le hall, des hôtesses d'accueil souples et collantes comme les lanières en plastique des anciens rideaux de cuisine font patienter les visiteurs avec des trivialités équivoques. Votre mari, Julien-Antoine Herman, ingénieur des ponts et chaussées, est né il y a 43 ans à Nevers. Le 30 septembre, il a mis fin à 2 ans d'horreur conjugale. Il a dit Viviane, rentrée à pas d'heure de son soi-disant bureau d'études, Viviane, je te quitte, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, tu sais que je te trompe et que ce n'est même pas par amour, mais par désespoir. Vous avez encaissé la charge qui vous pulvérisait les côtes avec une parfaite immobilité. Vos épaules se sont à peine voûtées, le rythme du rocking chair s'est à peine altéré, vos doigts se sont à peine crispés sur les accoudoirs. Il a repris, Viviane, comprends-moi, tu as l'enfant, moi j'ai besoin d'air. Et puis je ne peux pas te donner ce que tu veux, peut-être que tu attends trop de moi. Viviane, je t'en supplie, dis quelque chose. Vous avez répondu non, c'est moi qui m'en vais. Garde tout, je prends l'enfant, nous n'aurons pas besoin de pension alimentaire. Vous avez déménagé le 15 octobre, trouvé une nourrice, prolongé votre congé maternité pour raison de santé, et le lundi 16 novembre, c'est-à-dire hier, vous avez tué votre psychanalyste. Vous ne l'avez pas tué symboliquement, ainsi qu'on en vient parfois à tuer le père. Vous l'avez tué avec un couteau de marque Henkel Zwilling, gamme Twin Perfection, modèle Santoku. Le tranchant de la lame, d'une géométrie unique, offre une stabilité optimale et permet une coupe aisée, précisait la brochure que vous étudiez aux Galeries Lafayette, tandis que votre mère sortait son chéquier. Merci. Wow. Bien. Bon, alors ça vous donne un petit peu le ton général du livre et son contenu, c'est-à-dire que pour donner un petit peu de, comment dire, une sorte d'armature un peu à cette conversation, il m'a semblé que ce premier roman et les autres ensuite, j'espère qu'on aura un petit peu le temps d'en parler aussi, est un roman qui porte sur la question du sujet. Alors, c'est
pas une mince affaire, hein, cette question du sujet, et surtout, c'est une question multiple, hein, la question du sujet. Parce qu'elle va dans des sens, des orientations différentes. C'est un livre qui pose la question du sujet de l'identité, dont on a déjà un petit peu parlé aussi avec Triangle d'hiver, c'est-à-dire qui est cette femme. Viviane Elisabeth Fauville, c'est un portrait de femme. Bon, c'est en tout cas ce que nous annonce la couverture. Donc on a l'impression, quand on prend le livre en main, que on la connaît déjà un peu, puisqu'on a déroulé toute son identité, son identité complète. Mais plus le livre avance et moins on sait qui elle est. Et puis c'est une femme qui elle-même ne sait plus du tout où elle en est, qui elle est, et je n'en dis pas plus. Et donc c'est cette première question qui est une grande question, qui est la question de l'identité. Une seconde question qui est comment être le sujet de sa propre vie, c'est-à-dire tout ce qui a trait au social, hein, c'est-à-dire comment être un individu avec son identité propre à l'intérieur d'une société. Et ça, c'est une question que vous posez dans les 3 premiers livres, hein, parce que dans Sigma, on est en plein dans cette question-là aussi, mais avec une fois de plus joué sur une autre scène, hein, dans cette question du social. Comment être sujet, c'est-à-dire comment ne pas être agi. Une troisième question, quel est le sujet de ce livre, hein, c'est-à-dire quelle est la question du genre littéraire, hein, où là, ça démarre comme un roman policier. Est-ce que ce roman est un roman policier? Bon. Est-ce que Sigma est un roman d'espionnage? Et ça, c'est une question aussi que je vous poserai, c'est pourquoi faire le détour ou s'appuyer sur ces genres littéraires, qui sont des genres qui ont leur propre codification, qui ont leur histoire aussi, leur tradition. Et puis, il y a une dernière question, et qui n'est pas la moindre, dans cette question du sujet, c'est celle du pronom sujet. C'est celle de la voix, du relais entre la romancière et ses narrateurs. Et dans Viviane Elisabeth Fauville, vous avez entendu, j'imagine, que le pronom qui est utilisé ici est le « vous », qui est un pronom peu utilisé en littérature. Alors il y a de grands prédécesseurs, mais ça reste un choix narratif qui n'est pas du tout un choix classique. Mais à ce « vous » vont s'ajouter le « elle », le « je », le « nous », enfin ou le « on », et qui dessine comme ça une sorte d'anamorphose qui nous permettent à la fois de nous approcher du personnage et sans jamais pouvoir, d'une certaine manière, en faire le tour. Alors, on va reprendre tout ça, rendez-vous dans 4 heures. Et si ça vous paraît bien, on peut commencer par cette question de l'identité, parce qu'on l'a commencé un petit peu à en parler. Alors, est-ce que c'est un portrait de femme? Comment est-ce que vous l'avez approché À vrai dire, c'est assez curieux parce que je pense que ce passage-là, je ne l'ai pas lu depuis des années. Et je le vois avec un regard neuf parce que quand je l'ai écrit, j'étais baignée dans cette histoire, ces problématiques. Et il me semble, ce qui me frappe là, c'est que donc elle est décrite par sa carte d'identité ou l'équivalent d'un passeport. Elle a tel âge, elle fait tel métier, elle a un enfant de tel âge qui est né à telle date, le mari, etc., etc. Et le problème fondamental, c'est que son identité intime ne correspond en rien à ce qui est écrit sur ces documents. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui traverse sans doute tous mes livres, de façon peut-être moins viscérale dans le dernier qui est propriété privée, mais la tension entre la singularité et les codes sociaux. Codes sociaux qui sont bien sûr nécessaires, parce que si on n'avait pas de codes sociaux, on ne pourrait pas se parler aujourd'hui. Et en même temps, parfois, on sent des choses en soi qu'on ne peut pas, violentes, qui vous remuent beaucoup, et on ne peut pas les manifester en société, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'on est dans une relation compliquée ou pas compliquée, mais on sent que c'est pas le moment pour l'autre, ou voilà.
Donc, il y a ce mouvement de répression des émotions qui est aussi nécessaire en société, mais qui, selon les individus, est plus ou moins difficile. Et c'est pour ça que aussi je m'intéresse, je pense, de près à la question de la folie ou de la supposée folie. C'est à partir de quel moment on décroche, on est mal perçu par les autres parce qu'on dirait un mot de trop, un mot au-dessus, un mot en dessous. Voilà. Ça, c'est une question qui continue de me préoccuper, mais de façon plus légère. Comment être soi-même quand on a envie d'interagir, enfin voilà, de faire des présentations en librairie, par exemple, d'entrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire sur la question de l'identité. Sur la question du genre littéraire, peut-être ? Oui, allez-y. C'est vrai, c'est une forme de roman policier. Sigma est une forme de roman d'espionnage. Je disais l'autre jour lors d'une autre conversation que je pense que ça m'apparaît fondamental, qui est qu'en tant que lectrice, en tant que spectatrice, j'aime pas m'ennuyer. Et ce qui retient le plus mon attention, c'est une bonne intrigue policière. C'est éventuellement un meurtre, du suspense, une enquête, enfin quelque chose qui ressemblerait à un livre d'Agatha Christie ou à un épisode de Columbo, par exemple. Je pense à ça parce que j'ai fait des études littéraires assez classiques, et s'il était question de nommer des modèles littéraires, les écrivains français que je révère le plus, qui pour moi sont vraiment une source d'admiration la plus totale, c'est Flaubert et c'est Proust. Mais ma source d'inspiration au quotidien, je ne peux pas dire que c'est ni Flaubert ni Proust. C'est un idéal vers lequel on tend, c'est une source de réconfort dans la lecture. Maintenant, mon imaginaire, il s'est structuré dans quoi ? Il s'est structuré dans les premières fictions auxquelles j'ai été exposée, les contes de fées, les premiers livres lus, les premières images télévisées qui ont une force incroyable pour un jeune enfant, et les premiers livres pour adultes que j'ai lus, c'était sans doute Agatha Christie. Voilà, voilà, tout de suite, j'ai adoré ces ambiances, mélange d'humour noir, d'intrigue. Donc je pense que je reproduis ça par fidélité fidélité très ancienne à des premières impressions de lecture. Mais il y a aussi quelque chose, je crois, dans l'usage que vous faites de ces genres littéraires, c'est que ce soit dans Viviane Elisabeth Fauville et le modèle du roman policier, ou dans Sigma avec le modèle du roman d'espionnage, c'est que ce sont aussi des modèles qui vous permettent d'élaborer des dispositifs narratifs. C'est-à-dire que Viviane, par exemple, devient une enquêtrice. L'essentiel de la trame policière, en fait, elle est suivie beaucoup plus par Viviane que par les policiers du 5e arrondissement qui sont là, qui font partie du décor, mais celle qui enquête, d'une certaine manière, c'est elle. Et cette question de la voix ou de comment, c'est une question très importante dans le roman policier, de qui voit, qui filtre. Qu'est-ce qu'on laisse filtrer au lecteur ou non, à quel moment. Bon, Agatha Christie était très forte pour ça. Et il est évident que choisir d'écrire avec un vous ou avec un elle ou avec un je ne laisse pas filtrer la même chose. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi peut-être dans ce choix du retour à un genre, à des genres littéraires qui sont codifiés, peut-être cette question aussi, cette réflexion sur le dispositif du qui raconte et du qui voit, et une certaine relation lecteur aussi. Oui, le roman policier en lui-même m'attire par sa structure, mais en tant que voix narrative ne me suffit pas, parce que je pense qu'on a tous fait cette expérience de lire une série de romans policiers d'un même auteur. Au début, on est extrêmement emballé et puis ça s'essouffle parce que le dispositif se reproduit de façon assez systématique. Agatha Christie, elle est très inégale, mais elle aime aussi jouer avec ce genre de narrateur auquel on peut pas être, de narrateur qui n'est pas complètement fiable. Voilà, on leur fait pas confiance. On leur fait pas confiance, on fait confiance à Miss Marple, par exemple. Et je pense à un livre qui s'appelle Le meurtre
meurtre de Roger Ackroyd, où c'est le médecin de famille, il me semble, qui raconte le meurtre dans une grande maison. Il y a un huis clos, il y a peut-être 10 personnes dans la maison. C'est forcément une des 10 personnes qui a assassiné le malheureux Roger Ackroyd. Et à la toute fin du livre, on comprend, on se dit mais qui ça peut être parmi les 10 ? Et en fait, on comprend que c'est le narrateur, l'assassin. Donc elle avait aussi un plaisir à jouer avec ces codes-là. Dans Viviane Elisabeth Fauville, peut-être que le jeu, oui, ça consiste à jouer sur les pronoms personnels. Donc ce personnage qui finit par mener l'enquête elle-même, elle est désignée par le pronom personnel vous au début, puis elle dans certaines scènes, puis je dans d'autres scènes. C'était pas un choix à vrai dire. C'était vraiment intuitif. Il me semblait que le vous, c'était la meilleure manière d'approcher ce personnage qui est quand même un peu déconnecté de lui-même. Et puis après, selon les ambiances des différentes scènes, ça convenait pas systématiquement. Donc j'ai vraiment tâtonné. En fait, je fais beaucoup de brouillons. À la fin, ça donne peut-être l'impression de quelque chose de structuré, mais l'écriture, le processus est assez déstructuré. Et je me disais, oui, non, mais à la fin, je réécrirais tout avec un seul pronom personnel. Et puis finalement, j'ai eu l'impression que ces différents pronoms personnels, c'était comme des caméras positionnées à différents endroits sur le personnage et que ça donnait des éclairages différents. Donc je me suis dit, voilà, ça va être mon système. Mais il y a quelque chose aussi, je trouve, de très... et qui fait que j'ai un très grand intérêt pour vos livres, c'est que vous avez une démarche vraiment expérimentale dans l'écriture, avec sans aucune connotation négative dans le terme expérimental. Absolument, pour moi, dans le plus pur, ce que je trouve le plus intéressant dans la littérature ou dans les arts, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher ce qui n'existe pas. C'est ça la démarche expérimentale, d'élaborer quelque chose qui n'a encore jamais été fait exactement de cette manière-là. Je ne sais pas si on peut inventer quelque chose qui n'a jamais été fait, mais je crois qu'on travaille à partir peut-être de morceaux, de souvenirs, mais bon. Donc vous avez une démarche très expérimentale qui fait que les 3 premiers livres, en tout cas, ne se ressemblent pas et en même temps se ressemblent beaucoup. Donc, ce qui est là aussi, pour moi, une vraie qualité, c'est-à-dire d'arriver à se renouveler en restant soi-même, ce qui est quand même à peu près ce qu'on peut rêver de mieux. Et c'est une écriture expérimentale, mais en même temps une écriture extrêmement limpide. C'est pas du tout expérimental au sens où ce serait réservé à un public de gens extrêmement spécialistes donc on peut probablement lire comme toute œuvre littéraire, comme toute œuvre artistique, on peut les approcher ou les lire à des niveaux différents en fonction de ce qu'on a à y investir en tant que lecteur ou en tant que spectateur. Mais je trouve que vous réussissez ça qui est pas si courant d'être vraiment dans l'expérimentation et en même temps d'arriver à un résultat qui est un résultat extrêmement lisible, entre guillemets. Alors c'est vrai que la clarté et la simplicité de l'écriture, c'est un souci constant. Et là encore, je pense que ça vient de mon côté extrêmement paresseux. Je lis beaucoup, mais j'aime pas comprendre. J'aime pas relire 3 fois la même phrase et me dire ah c'est peut-être ça qu'il ou elle a voulu dire, et du coup je passe à côté de beaucoup de choses. Je mets pas du tout la poésie par exemple dans cette catégorie là, mais par exemple je peux pas lire de la philosophie. J'aimerais beaucoup lire de la philosophie, je me rends bien compte que je passe à côté d'un pan entier de la pensée humaine. Et je m'intéresse beaucoup aux sciences humaines, mais la qualité d'écriture, la clarté, la simplicité pour entrer dans le texte, pour moi, elle est vraiment vitale, ou alors je laisse tomber. Donc j'essaye de pratiquer ça. En effet, je pense pas qu'il y ait beaucoup de phrases ambiguës où il faille réfléchir sur le sens. En revanche,
Je ne sais pas si c'est facile à lire, enfin là je parle de retour de lecteur que j'ai déjà eu, je ne sais pas si c'est nécessairement facile à lire pour tout le monde pour autant, dans la mesure où souvent mes personnages ils sont un peu problématiques ou on va dire névrosés pour résumer. Et c'est quelque chose qui heurte la sensibilité de certaines personnes qui préfèrent avoir des héros, des héroïnes auxquels on s'identifie plus spontanément, ou alors des héros qui soient spontanés, enfin des personnages principaux qui soient spontanément catégorisés comme des personnages négatifs et on sait dans quel cas ils sont. J'aime plutôt travailler sur des personnages troubles. Je sais que ça met pas tout le monde à l'aise. Et donc, voilà, il n'y a peut-être pas de difficulté dans la langue, mais il y a parfois, voilà, ça passe pas. Non, mais là où je parlais de limpidité, ça veut pas forcément dire que les livres sont aisés à comprendre ou à enfermer dans une lecture ou dans un commentaire, parce que dans Viviane par exemple, c'est une question qui a jailli quand on a fait ce cercle de lecture le mois dernier, où on n'était pas tous d'accord sur par exemple le statut de la mère. Mmh. Et c'est très intéressant de ne pas être d'accord sur le statut de la mère, c'est très intéressant de ne pas pouvoir définir si elle est comme ça ou si elle est d'une autre manière. Je ne veux pas tellement en parler parce que je ne veux pas non plus... mais ça, c'est un des points qui m'ont le plus intéressé et plu dans votre premier roman. C'est par exemple cette question de la maternité qui est... alors, on parlait d'identité tout à l'heure. Une partie de l'identité de Viviane est construite ou déconstruite autour de cette question de la maternité. Bon, puisqu'elle vient d'avoir un enfant, un petit bébé sur les bras, je cite le roman, donc elle a un petit bébé sur les bras, et puis elle a une mère qui est présentée, dont on sait au départ qu'elle est décédée, donc l'appartement de la mère est vide, et puis la mère, à un moment... à 2 reprises, surtout dans le roman, réapparaît. Bon. Et ce sont des réapparitions qui sont dont l'interprétation est problématique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et c'est très important parce que, à mon sens, ça définit beaucoup la lecture que l'on peut avoir du roman dans son ensemble. C'est-à-dire de la relation de ce personnage qui est en plein collapse psychologique, qui ne sait plus du tout où elle en est, qui elle est, qui a une mère décédée, plus ou moins morte, on ne sait pas très bien, avec cet appartement vide ou non, on ne sait pas très bien, qui est pour elle à la fois ou un refuge ou une prison, on ne sait pas très bien, dont l'appartement est proche de ce cabinet du psychanalyste, donc qui a été assassiné par Viviane. Et donc elle est à la fois mère, et elle a beaucoup de mal à être mère, et fille, et on finit par comprendre peut-être qu'elle a aussi beaucoup de mal à être fille. Oui, c'est vrai que la situation de crise, objectivement, c'est le divorce et puis c'est le meurtre. Mais le trouble du personnage, il semble intimement lié à ce double rapport de filiation, enfin ce rapport de filiation qui va dans les 2 sens avec sa mère et avec sa fille. Et c'est un personnage qui est à la fois extrêmement isolé et seul mentalement, et tenaillé par une filiation extrêmement pesante et qui envahit tout d'une certaine façon. Oui, qu'est-ce que je peux dire de plus que ça en fait? Non, mais c'était simplement comme écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire que à la fois c'est une écriture très complexe, très virtuose et en même temps très limpide, mais ce qui n'implique pas que pour autant que ce soit des œuvres qui se donnent comme ça de manière simple et immédiate. C'est en cela que ce ne sont pas des romans policiers au sens
purement de genre, hein, qui seraient comme ceux qui sont parfois écrits au kilomètre. C'est-à-dire que, et comme dans toute œuvre littéraire, vous prenez en charge un certain nombre des modèles ou des codes qui sont ceux de la littérature depuis quand même un certain temps, mais vous les faites, vous en faites votre propre miel. Et puis à l'arrivée, on a une œuvre littéraire qui résiste. Et c'est la meilleure chose, en tout cas pour moi c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est qu'une œuvre, qu'elle soit littéraire ou artistique, me résiste, que ce soit au cinéma ou que ce soit une peinture ou que ce soit une installation, qu'il y ait quelque chose qui à la fois me permette de m'y accrocher, mais sans jamais être complètement sûre de laisser un espace en fait au lecteur, à la réception. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez consciemment en tête quand vous écrivez, ou est-ce que finalement ça se fait comme ça? Alors oui, j'ai pas du tout envie de délivrer de donner l'impression de délivrer des vérités sur la maternité, la filiation, des choses comme ça. Mais en même temps, j'avais quand même envie de dire quelque chose qui me semble de l'ordre du non-dit dans la société. Sur la maternité, mais je vois que ce sujet, est-ce qu'elle est une mauvaise mère, ça a hanté beaucoup de gens. Je pense qu'on est tous d'accord que l'amour pour les parents et l'amour pour les enfants est indépassable. Mais en même temps, tous d'accord, là je fais encore une généralité, mais bon. En même temps, cet amour, il est tellement fort que c'est aussi une pression qui s'exerce, et que cette pression, elle ne va pas sans difficulté dans la négociation des rapports avec ses propres parents et avec ses propres enfants. Et c'est comme si on n'osait jamais dire la vérité sur ces sujets-là, parce qu'on a toujours peur d'être pris pour une mauvaise mère ou une mauvaise fille. Dans la mesure où on est tous exposés, et les hommes sont aussi pris dans ces contradictions-là, dans la mesure où on est tous concernés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler un tout petit peu. Et peut-être que, oui, effectivement, Viviane Elisabeth Fauville, elle fait des choses très problématiques, et dans le rapport à sa mère et dans le rapport à sa fille, mais cette complexité, je pense elle exprime de façon très violente une complexité à laquelle on est tous exposés quand même. Tout à fait. Et dans Viviane Elisabeth Fauville, alors pas dans le triangle d'hiver parce que là, cette question ne se pose pas, mais dans Sigma il y a aussi des relations entre parents et enfants. Mais vous avez une manière de parler justement de ces relations de filiation et de la relation donc de cette femme à sa propre maternité et à son être fille, qui sont extrêmement décapantes par rapport au discours ambiant. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et beaucoup plu, puisque effectivement, ça va complètement au rebours de la vision de la maternité épanouie, heureuse et sans problème, que probablement aucune mère n'a connu comme ça, de cette manière aussi peu problématique, aussi peu conflictive, et effectivement, la littérature et les arts sont aussi et avant tout là pour mettre le doigt sur ces choses qui nous enferment dans une sorte de discours tout fait, et qui justement nous exige exige de nous, c'est plus de l'espagnol, exige de nous, parfois j'ai une espèce de glissement, désolée, exige de nous de se conformer à ces modèles. Et il y a un passage très beau, très court, je le lis comme ça, où justement vous parlez de cette question de la relation de Viviane, vous parlez, le roman, le narrateur parle de cette relation de Viviane à sa fille, et de la même façon que je vous posais la question de comment devient-on écrivain, qu'est-ce qui fait de vous un écrivain et qu'est-ce qui fait de vous une mère. Il y a cet enfant sur les bras dont on se demande comment elle est arrivée chez nous. La nourrice l'a rendue sans faire d'histoire,
affectant de croire que c'était notre bien légitime. On l'emporte furtivement, rasant les murs jusqu'à l'immeuble de la rue Caille, au cas où elle se raviserait. Une fois en sécurité dans l'appartement du 5e étage, on s'installe dans le rocking chair et on observe l'enfant très longtemps, dans l'attente d'une réponse, d'une révélation. Parfois, elle nous regarde comme si elle nous connaissait depuis toujours, et nous pensons qu'elle nous prend pour une autre. Ou est-ce nous qui ne sommes pas celles que nous croyons ? C'est une possibilité. Nous ignorons d'où vient cet être qui en sait plus sur nous-mêmes que nous n'en soupçonnerons jamais, et semble pourtant tout attendre de nos soins. Il faut répondre à ces vocalises pour maintenir l'illusion de familiarité, et c'est elle qui nous guide, modèle notre conversation, insiste pour bâtir cette parenté qui résiste. Et c'est peut-être elle aussi, dans son dénuement et sa ténacité, qui obtiendra gain de cause. Ainsi nous finirons mère et fille par le seul effet de sa détermination. Je trouve que c'est un texte magnifique sur la maternité, sur justement qui va un peu à l'encontre de cette idée du parent qui est là dès les premiers instants pour construire son enfant, alors que et construire la relation avec l'enfant, alors que là vous retournez complètement. Alors aussi parce que c'est un personnage qui a ses petits problèmes, Viviane, mais qui est construite malgré elle, d'une certaine manière, par l'insistance du bébé, de sa fille. Et je trouve que c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude ou une idée qu'on a, bon, c'est à ça que servent les écrivains et les artistes, hein, à poser un regard différent sur ce qui est notre expérience commune à l'essentiel d'entre nous, pas tous, mais à l'essentiel d'entre nous. Mais c'est un regard différent. Cela dit, je me suis renseignée, il y a des études, le sentiment maternel, il n'est pas immédiat chez toutes les femmes. Il y a des femmes qui font des très grandes dépressions à la naissance de leur enfant, et donc l'enfant il est dans un rapport complètement instinctif à sa mère, et parfois la mère doit construire le rapport à l'enfant. Et ça, on hérite de représentations sociales qui nous donnent l'impression que la mère doit forcément être comme les mères des animaux, enfin comme les chats par exemple, qui tout d'un coup, la plupart des chats, parce que c'est même pas tous les chats, les chattes, a priori, enfin le chaton est à peine né qu'elle s'en occupe parfaitement bien, instinctivement, voilà. Sauf que au bout d'un certain nombre de semaines, elle s'en désintéresse totalement. Et voilà, après c'est comme si les chatons étaient devenus de parfaits étrangers. Les femmes, ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir ce rapport animal instinctif ou pas. Et heureusement, les femmes ne cessent pas de se préoccuper de leurs enfants à partir du moment où ils ont quelques semaines ou quelques années. Voilà, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. Et voilà, j'ai lu, à cette époque, j'avais aussi entrepris des études de psycho, et j'avais lu des textes, des articles scientifiques sur la dépression postnatale. Voilà, en fait, c'est pas mineur, hein, ça concerne vraiment un pourcentage conséquent de femmes, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pas dire parce que il y a la crainte d'être stigmatisée comme une mauvaise mère, une mauvaise personne. Voilà, donc ça fait partie de ces tabous encore assez peu explorés. Bien sûr, hein, mais là c'est dit de manière aussi assez, je trouve très belle, d'une certaine manière, parce que constructive, hein, c'est-à-dire de donner à l'enfant cette place active, d'acteur dès les premiers moments. On a encore 5 minutes ou oui. On va faire des questions. Oui, après on fera des questions. Je voulais juste, parce que je voulais dire deux, trois mots de Sigma aussi pour boucler la boucle à partir de ce qu'on a déjà dit. Alors Sigma, vous voulez nous dire en deux mots ce que c'est que Sigma ? Oui, qu'est-ce que c'est que Sigma ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que Sigma ? Sigma, c'est un objet bizarre. Oui, on peut dire c'est un objet bizarre. C'est un objet bizarre. C'est un objet bizarre. C'est un roman d'espionnage centré sur 4 personnages
influents, puissants dans des domaines très différents. Il y a une actrice, enfin une star mondiale du cinéma. Il y a sa sœur qui tient une galerie d'art. Il y a le mari de la sœur qui est scientifique, un de ces scientifiques de haut vol qui donne des conférences partout dans le monde. Et il y a un banquier qui est aussi collectionneur d'art. Donc ces 4 personnes se connaissent, plus ou moins, se retrouvent plus ou moins à Genève, en Suisse. Et ces 4 personnes, très influentes dans leur domaine respectif, possèdent chacun un assistant personnel qui les espionne pour le compte d'une organisation secrète. Donc, qui les espionne pour orienter leurs actions. Comme ils sont influents dans leur domaine d'activité, il s'agit d'influencer leur comportement, leurs décisions, pour que ça influence en retour toute la chaîne qui dépend d'eux. Et le livre est construit par les rapports des assistants qui sont aussi des espions. Et comme les personnages se connaissent, voilà, la succession de rapports permet de comprendre ce qui se passe entre les uns et les autres. Là, j'ai essayé de conserver un style clair. Il me semble que la continuité, elle est dans l'écriture entre ces 3 livres, mais c'est vrai qu'il y a un dispositif plus sophistiqué dans la construction qui fait que c'est peut-être plus difficile de rentrer dans ce livre. Enfin, il y a tout de suite beaucoup de personnages et on comprend petit à petit les rapports entre les uns et les autres, donc c'est pas du tout une lecture linéaire comme les autres. J'avais très envie d'expérimenter un dispositif plus complexe. J'avais très envie de donner plus d'espace aux personnages masculins qui sont dans mes 2 premiers livres plutôt des ombres et qui n'ont pas toujours le beau rôle. En même temps, les femmes n'ont pas le beau rôle non plus. Mais bon, les hommes, ils sont cantonnés dans un rôle qui n'est pas terrible, alors que les femmes, on peut leur trouver des circonstances atténuantes éventuellement. Donc. Et là, voilà, il y a cette question de la parité qu'on pose beaucoup en France, la parité dans les entreprises, dans les organisations en général, le gouvernement, qui me semble une question très importante. Et je me suis dit, je vais faire un roman paritaire. Donc il y aura autant d'hommes que de femmes. Et finalement, au cours de la construction, c'est le personnage, le banquier, qui a pris un peu plus d'importance. Il a un rôle stratégique. Et je me suis rendu compte que c'était lui auquel je m'identifiais le plus si j'avais dû. Voilà. Malheureusement, j'ai aucun rôle dans la finance mondiale. Je ne suis pas collectionneuse d'art, mais voilà, c'est assez curieux comment on peut finir par trouver un point de repère personnel au milieu d'une galerie de personnages chez un personnage en particulier qui, a priori, n'a absolument rien en commun avec vous. D'où la relativité de la question biographique dont on parlait au début. Voilà. Oui, mais parce que ça, probablement, ce que ça a à voir avec vous est filtré, est réorienté, filtré de manière consciente ou inconsciente. Du coup, il y a probablement, évidemment, beaucoup de vous, mais pas de manière. C'est pas de manière si linéaire. C'est pas de l'autofiction. Mais dernier point, peut-être sur Sigma, donc c'est aussi un roman avec une sorte de point aveugle qui est cette œuvre, cette peinture de ce peintre Konrad Kessler qui a disparu. Donc tout le monde cherche cette peinture qui est au cœur de toutes les comment dire. J'arrive plus à trouver convoitises. Les convoitises, exactement, c'est exactement ce que je cherchais. Les convoitises, pour des raisons soit financières, soit de prestige, soit d'intérêt personnel pour cette œuvre. Donc il y a cette sorte de chef-d'œuvre inconnu, en fait, on pourrait l'appeler comme ça, qui est une sorte de fil narratif du roman. Et puis, à partir de là, vous avez proposé cette idée que j'ai trouvée assez formidable de cette organisation secrète qui serait derrière toutes nos actions, qui serait derrière tous ceux qui sont des décideurs, comme on dit en français contemporain, décideurs, décideuses, influenceurs, influenceuses, pour, d'une certaine manière, les garder sous la coupe pour les orienter, pour les manipuler sans qu'ils le sachent. Alors, l'idée que je trouve formidable, c'est d'appliquer la théorie du complot, qui est quand même très, très à la mode aussi ces derniers temps, cette question du complot, mais là encore en la retournant. C'est-à-dire qu'en général, on complote contre l'ordre établi. Ici, on complote
pour que rien ne change, pour maintenir l'ordre établi. D'où ça vous est venu cette idée? Bizarrement, je pense que ça rejoint complètement ce qu'on disait sur la maternité. Qu'est-ce qui fait qu'on tient tous un discours public officiel un peu angélique sur la maternité, alors que soi-même, on a des expériences un peu différentes de la filiation? Dans tous les domaines, il y a des discours officiels et c'est très difficile de s'autoriser à s'en détacher à partir du moment où on a une parole publique, un tout petit peu publique. En France, il y a ce qu'on appelle des éléments de langage. Maintenant, dans tous les domaines, vous avez, on vous donne des éléments de langage. C'est un discours un peu protocolaire à respecter sur votre entreprise, sur quel que soit le lieu où vous intervenez. Et en même temps, on est des êtres humains, donc on a besoin d'exprimer quelque chose de plus singulier. Sigma, ça travaille sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé de répéter des choses qui sont clairement fausses en partie, parce qu'il y a une espèce de pression globale, un consensus, et donc j'ai imaginé que c'était un complot. En fait, c'est pas un consensus que les gens, enfin, c'est pas un consensus qu'on s'inflige à soi-même, c'est pas une forme d'autocensure, c'est en fait, il y a une organisation secrète qui oriente les puissants pour qu'ils disent ces éléments de langage, pour que l'ordre du monde, et principalement le business international, continue à fonctionner comme tel. Donc voilà, c'est vrai, l'histoire du complot, ça revient très, très, très à la mode. Moi, j'adore l'idée du complot. Enfin, un complot, c'est super. Si on arrive à croire à un complot, on a résolu toutes les contradictions du monde. Le problème, c'est que malheureusement, il n'y a sans doute pas de complot. Il y a plus de chaos que de complot. Mais voilà, j'ai rêvé un peu que ça pourrait être une organisation centrale qui contrôle tout comme ça. Mais là aussi, de toute façon, la théorie du complot, enfin, les complots sont des fictions. C'est penser un complot, c'est élaborer une fiction. C'est avoir besoin de rêver quelque part. C'est avoir besoin de fiction et c'est élaborer une fiction qui vienne redresser la réalité ou résoudre les contradictions. Exactement. Voilà. Donc on est aussi là dans une perspective qui est très comment dire, qui génère du narratif et qui génère de la fiction. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments dans Sigma, on va peut-être arrêter là-dessus, d'éléments qui sont très 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 liés au monde contemporain. Donc cette question du complot, l'utilisation des réseaux sociaux, même si vous n'en faites pas, et ça aussi, je trouve que c'est une qualité de votre part, une sorte de vous n'en abusez pas. De faire un rebond technologique. Oui, non, de quelque chose qui est très ultra contemporain. C'est-à-dire que c'est vraiment ce sont des livres qui parlent de leur temps, mais pas uniquement de leur temps, mais qui sont ancrés dans leur temps, mais sans que ce soit une sorte de décalque de notre contemporanéité. C'est ce que disait Truffaut des films, qu'il fallait pas chercher à être contemporain, que de toute façon on l'était bien suffisamment en dépit de soi-même, et que plus on cherchait à être contemporain, et plus on était rapidement hors course en fait. Ou c'est ce que disait Coco Chanel, il faut pas chercher à être à la mode, il faut chercher à avoir du style. Avoir du style. Ouais. Voilà, bon, on peut s'arrêter là-dessus, c'est une belle conclusion. Alors, si vous avez des questions à... Vous les posez à Julia ou à Julia. Non. Pardon, Julia, vous attachez trop à vos personnages et vous avez du mal à penser d'autres histoires quand vous commencez un livre, où vous pouvez prendre distance et penser immédiatement à un autre sujet, entre un livre et un autre. Pendant le temps de l'écriture du livre, oui, est-ce que je pense tout le temps au livre pendant ou est-ce l'écriture, et puis après quand le livre est fini, vous le laissez partir et vous avez immédiatement des idées, ou il faut prendre un moment de répit, disons.
Alors, pendant l'écriture d'un livre, j'ai un rythme j'ai un truc un peu schizophrène, c'est-à-dire pendant que je travaille, je suis complètement concentrée sur le livre pendant plusieurs heures, pendant mes heures de travail. Et après, quand j'arrête d'écrire, quand je ferme l'ordinateur, j'y pense plus du tout. Vraiment plus du tout. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde, où ils continuent à vivre avec leurs personnages. Mais j'ai d'autres choses à faire, j'enseigne, il faut penser à des tas de trucs. Voilà, non, pour moi, c'est complètement compartimenté. Sauf à la toute fin du livre, où il reste des problèmes particuliers à résoudre et où j'ai besoin de lâcher un petit peu, de décloisonner, de sortir de moi-même. Et là, j'ai un truc, je ne sais pas si ça peut fonctionner pour d'autres, mais c'est les transports en commun. C'est les bus et c'est les trains. Quand on est dans le bus ou dans le train, il y a un truc qui se fait assez miraculeux avec le mouvement, c'est que ça laisse partir la pensée, un peu comme quand on s'endort, qu'on commence à rêver, sauf que quand on s'endort, on oublie trop facilement. Mais je trouve que le mouvement du train, voilà, ça libère. Et ça m'est arrivé très souvent de penser à l'écriture en dehors des moments d'écriture et que ça me donne la clé d'une scène. Et donc si vous voulez essayer, moi c'est mon truc pratique. Et sur l'autre aspect, la question c'est entre un livre et un autre. Oui, j'ai un peu de mal à me détacher des personnages. Bizarrement, ça se voit peut-être pas, mais il y a une forme de filiation d'un livre à un autre. Un livre, il se construit en opposition ou de façon en continuation au précédent. Et notamment celui que je viens de terminer, Propriété privée, je me suis dit d'emblée qu'il y aurait une suite. Alors il y aurait une suite, pas exactement une suite comme dans une série par exemple, mais j'en avais vraiment pas terminé avec ces personnages. Donc j'en ai terminé avec le contexte du livre, mais ces personnages, ils ont encore quelque chose à faire dans le livre suivant qui va partir dans une toute autre direction. Les personnages, ils acquièrent vraiment une dimension, vous vivez avec eux, et non, on ne les laisse pas partir si facilement. Ouais. Et parfois, on pense qu'on en a fini avec eux. Et quand je relisais le premier passage, je me suis rappelé à quel point c'était un personnage important dans ma vie. Quoi. Merci. Bon. Merci beaucoup. C'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup.